wear my crown. My hair, my hair, my crown. It don't matter how I wear it. It's beautiful in every color. Long, short, straight or color. I love what I see in the mirror. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Océane. Bienvenue dans un nouvel épisode de l'émission Curl Talk. Curl Talk a pour but de mettre en lumière des personnalités publiques afrodescendantes de tous les domaines afin de retracer leur parcours de vie sous le prisme de leurs cheveux. Vous l'aurez compris, il y a beaucoup à dire. Exactement, il y a beaucoup de choses. Ici, on met en avant des personnalités et des sujets qui ne sont pas assez représentés dans les médias traditionnels. Aujourd'hui, je suis avec Audrey Pulvar. Vous l'avez sûrement vue sur vos écrans de télévision en tant que journaliste emblématique et présentatrice de JT sur France 3 ou encore sur iTélé, devenue CNews. Elle a aussi été meneuse d'interviews politiques ou encore chroniqueuse télé sur plusieurs grands groupes. Elle s'est éloignée des caméras depuis 2020 pour s'engager en politique à la mairie de Paris, où elle est en charge de l'alimentation durable, de l'agriculture et des circuits courts. Bonjour Audrey, comment est-ce Bonjour que tu vas ? Océane, je vais très bien. Est-ce que je peux faire une toute petite correction Oui, à ce dis-moi que tu as tout. dit ? Alors en fait, j'ai quitté le journalisme en 2017. Je ne peux pas passer du journalisme à la politique directement. J'ai quitté le journalisme en 2017 et en 2017, j'ai été élue présidente de la Fondation pour la Nature et l'Homme, qui est toujours une grande ONG environnementale. Donc j'ai passé à peu près 2 ans à la tête de cette belle fondation. Puisque je m'étais engagée dans le combat pour l'atténuation du réchauffement climatique et le ralentissement du réchauffement climatique et de l'effondrement de la biodiversité. Et c'est en 2020, effectivement, 3 ans après que j'avais quitté le journalisme, que j'ai rejoint Anne Hidalgo pour les élections municipales. Avant de commencer l'émission, je tiens à remercier le salon de coiffure Studio Boucle Paris qui nous permet de pouvoir tourner encore une fois un nouvel épisode. N'hésitez pas aussi à nous soutenir en likant, en commentant, en partageant et en vous abonnant à la chaîne. Ça compte beaucoup pour nous et c'est ce qui fait en sorte que nous puissions ensuite faire du contenu de qualité. On démarre tout de suite. Audrey, Océane. je ne sais pas si tu as déjà regardé quelques épisodes de Curl J'ai Talk. vu quelques extraits, oui. Et donc, afin de te connaître un petit peu davantage, je demande à mes invités de se présenter de la façon dont il ou elle le souhaite. Donc, c'est ton moment. Ah, ça je m'y attendais pas. Alors, moi je m'appelle Audrey Pulvar, Audrey Agnès Angela pour Angela Davis. Je suis née en 1972, le XXe siècle, l'année du procès d'Angela Davis. C'est pour ça que je le précise. Donc j'ai 53 ans. J'ai une fille qui a presque 28 ans maintenant et j'ai été pendant très longtemps journaliste, pendant l'essentiel de ma vie adulte, puisque j'ai été journaliste pendant 25 ans, journaliste politique essentiellement. J'ai collaboré avec, je sais plus, 17 médias à peu près en 25 ans de carrière. Et puis en 2017, donc comme je l'indiquais tout à l'heure, j'ai quitté le métier de journaliste pour me mettre au service de l'intérêt général et de la cause climatique. Et aujourd'hui, je suis adjointe à la maire de Paris en charge des questions d'agriculture, d'alimentation durable, circuits courts et de proximité. Parce que, on ne le sait pas toujours, mais les systèmes agricoles et alimentaires pour une ville comme Paris représentent presque 25% de nos émissions de gaz à effet de serre. C'est le 2e poste d'émissions de gaz à effet de serre de la ville de Paris. Donc agir sur l'agriculture qui nourrit Paris, c'est engager des politiques publiques qui ont un effet sur le climat et sur notre empreinte environnementale. Donc justement, avant de poursuivre sur ton parcours professionnel, politique, journalistique, on va commencer par le commencement. Et qui dit commencement dit l'enfance. Parce que je considère que... c'est loin pour moi. Je considère un peu que ce qui fait ce que nous sommes, qui nous sommes, c'est vraiment l'enfance. Donc on va commencer par le point de départ et tu as accepté de nous livrer une photo très mignonne. On va la découvrir tous ensemble. Merci beaucoup. Donc il s'agit de cette belle photo en noir et blanc. On te voit ici. Je sais pas quel âge j'ai là, je pense que j'ai peut-être 3 ans, je dirais. C'est les photos classiques à l'école. J'ai la bouche bée parce qu'à l'époque je suçais le pouce beaucoup. Et donc quand je n'avais pas mon pouce, j'avais la bouche ouverte comme ça. J'ai mes petits nœuds dans les cheveux. Alors la coiffure
classique que mes parents, ma maman me faisait tous les matins, c'est l'arrêt au milieu. Les cheveux bien démêlés, 2 nattes sur le côté, un joli nœud de chaque côté. Et ça veut dire que le soir, c'était les choux. Je sais pas si on dit les choux maintenant. Qu'est-ce que tu appelles quand tu veux dire les choux? Explique-nous un petit peu. Je pense que tous les Antillais qui nous regardent savent ce que sont les choux, en tout cas ceux de mon âge. Les choux, c'est quand on fait des séparations. Je continue de le faire pour mon afro. On fait des séparations le soir et on tourne c'est bon, et on fait un petit petite torsade comme ça et on met des épingles. Ça s'appelle un chou. Je pense que j'étais encore à l'école en petite maternelle. J'étais assez timide et solitaire et j'ai appris à lire assez tôt. Ma grand-mère m'a appris à lire, je devais avoir 4 ou 5 ans et j'ai aimé ça. Donc très très rapidement, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, c'était pas le même monde qu'aujourd'hui. Je me suis retrouvée souvent à passer de longues heures dans mon coin à lire sans avoir besoin de personne et sans rien demander à personne. Et c'est pour ça que je suis restée quand même très, très longtemps solitaire, tout en étant dans un environnement très chaleureux, avec plein de cousins et cousines, surtout des cousins. Et justement, parce que tu ne l'as pas encore dit, où est-ce que tu vivais à cette période-là? Je vivais en Martinique. Là, j'étais en Martinique. J'ai vécu en Martinique jusqu'à l'âge de 14 ans, et après, je suis venue à Paris, j'ai fait mon collège, le lycée. Je suis rentrée en Martinique juste là pour l'année de terminale pour des raisons familiales. Je suis revenue, j'ai fait mes études à Rouen et à Paris, notamment mes études de journalisme. J'ai commencé à travailler ici en presse professionnelle, ici à Paris, et je suis rentrée en Martinique. Je pense que c'était en 1994, je dirais. Donc au XXe siècle, toujours 1994. Et là, j'ai commencé à travailler en télévision en Martinique jusque grosso modo en 2002. D'accord. Et en 2002, donc c'était enfin le XXIe siècle, je suis revenue à Paris. Et depuis 2002, je vis et je travaille à Paris. Voilà, on est en 2025. Donc maintenant, depuis 2 ou 3 ans, j'ai passé plus de temps de ma vie vivant à Paris qu'en vivant en Martinique. Mais bon, on va dire que pour l'instant, c'est à peu près moitié-moitié. Et puis, tu as l'air d'avoir quand même un fort ancrage. Mais chez moi, c'est la Martinique. Ah oui, bien sûr. Mon pays, entre guillemets, mon pays mon origine, c'est la Martinique, c'est la Caraïbe. Je suis française, évidemment. Je suis une Française, mais une créole, avant tout une créole caribéenne d'Amérique. Et c'est très intéressant parce que du coup, j'aimerais en tout cas qu'on revienne un petit peu sur l'aspect de tes cheveux. Tu nous as dit du coup que ta maman avait l'habitude en tout cas de maîtriser, si je peux dire, tes cheveux. Elle faisait des coiffures. En tout cas, c'était quelque chose qu'elle savait faire. C'était indispensable parce que moi j'avais une masse beaucoup plus importante qu'aujourd'hui. Ça c'est petit par rapport à la masse de cheveux que j'avais quand j'étais enfant. Et c'était dans les années 70. Du XXe siècle. Donc ça veut dire pas forcément Donc les ça veut dire produits. avec vraiment pas du tout le même type de produits qu'aujourd'hui. Quand il y avait des produits, c'était souvent des produits très chimiques. Pas les mêmes produits, pas les mêmes ustensiles. Le truc qui a complètement changé ma vie et qui n'existait pas quand j'étais enfant, c'est les brosses démêlantes souples. Donc qui démêlent mais qui sont souples, donc qui démêlent sans casser. Mais ça, parce qu'avant c'était que le peigne droit afro, c'était le peigne droit et puis des brosses. Alors il y avait des brosses en poil de sanglier et puis des brosses avec des brosses à picot, mais c'était pas souple. Donc en fait ça démêlait, mais ça cassait le cheveu. Et puis par exemple, on savait pas qu'il valait mieux hydrater le cheveu que l'inverse. Donc moi pendant longtemps j'ai cru que l'eau était mon ennemi, alors que c'est le contraire. Il y a des tas de choses qu'on ne savait pas. On faisait des choses de façon un peu empirique, mais il y a des tas de choses qu'on ne savait pas. Alors, par contre, ce que je savais, c'est que si je ne démêlais pas mes cheveux absolument tous les jours, et 2 fois par jour, et ça continue, et c'était très compliqué. Oui. Alors, qu'on n'avait pas encore à l'époque, que moi j'ai découvert très très tard, c'est le bonnet ou la tête d'oreiller en soie. Oui, très pratique ça. Très pratique. D'ailleurs. On savait qu'il fallait démêler le soir et finalement attacher les cheveux le soir. Moi j'étais sensible, je cachais le peigne en fait. C'est vrai? Ouais. C'était un peu est-ce que c'était synonyme de torture pour toi? Oui. Surtout qu'à un moment, parce que c'était quand même long, j'avais beaucoup de cheveux, j'avais des cheveux longs, j'avais des cheveux assez épais. Et au bout d'un moment, mes parents, ma mère, ma grand-mère ont décidé de me faire des nattes.
pas des tresses, mais des nattes. Et donc, les nattes, ça durait toute la semaine. Mais ça veut dire qu'on les faisait le dimanche, et ça durait toute la semaine. Mais le dimanche, c'était le jour du shampoing, etc. Bon, ça n'a pas changé. Et donc, le jour du démêlage, et là, c'était vraiment pas facile. Alors, ma grand-mère, elle me mettait, je sais pas si ça existe encore, mais ça se vendait. C'était une crème qui s'appelait la moelle de bœuf. C'était très gras. Ça sentait pas bon, mais c'était pas atroce non plus. Ou c'était ça, ou du beurre de karité. Donc, il mettait beaucoup de gras, mais sur un cheveu pas forcément très hydraté, parce que moi, toute mon enfance, il fallait absolument se sécher les cheveux. Il fallait surtout pas laisser de l'eau dans les cheveux. Moi aussi, c'était un peu pareil. Alors qu'aujourd'hui, on nous dit tout l'inverse, en fait. Et donc, mes cheveux c'était compliqué, ça faisait mal et tout ça. Ma grand-mère, elle faisait attention, elle m'embrassait, elle me chantait des chansons, elle a tout essayé, j'imagine. Moi, je cachais tous les peignes de la maison, je les cachais. Ça, c'est une vraie anecdote. Et donc, quand ma grand-mère me coiffait, c'était toujours « Mais où est le peigne, où est le peigne ?» Elle finissait toujours par le trouver. Et voilà. Non, pour moi, c'était une torture. Je pleurais. C'était vraiment, vraiment. Mais après, j'étais contente parce que j'avais des belles tresses, bien brillantes et tout. Puis ça durait toute la semaine. Mais je suis sûre, en tout cas, que parmi celles de ceux qui nous regardent, il y en a forcément quelques-uns, soit qui ont caché des peignes ou qui ont essayé de faire des petites astuces. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire, en tout cas, si à vous aussi ça vous est arrivé. Et on va du coup avancer un tout petit peu dans le temps, Audrey. On passe à une nouvelle photo de toi. Oui. Avec ton grand-père, si je ne me trompe pas. Ah oui, il est décédé depuis. Hein. Mon grand-père, Paulin Hospice. Alors là, j'ai 20 ans, je pense. Quelque chose comme ça, 20 ans ou 22 ans. Je m'habillais comme une grand-mère, mais Mais non. Et on est dans la maison d'amis c'est des amis qui avaient une maison. Alors je me souviens plus où. Je sais que c'était dans une commune de France, mais pas loin de Paris. Mon grand-père, lui, il était en vacances, hein, il était en séjour ici parce qu'il habitait en Martinique. Et mes grands-parents maternels, là c'est mon grand-père maternel, mes grands-parents maternels ont une place très très importante dans ma vie. Ils m'ont en partie élevé, ma mère m'a élevé évidemment, mais on habitait à côté de chez eux, mais en face. Donc je passais énormément de temps chez mes grands-parents. Et c'était à la campagne, c'était un endroit qui s'appelle le Saint-Esprit en Martinique. Et mon grand-père était agriculteur, donc il passait ses journées dans les champs. Et c'est l'homme de ma vie en fait. Il y en a, je suis désolée messieurs, mais il y en a qu'un seul, c'est lui. Il y en a qu'un, c'est lui, et je pense que je n'ai jamais rencontré un homme qui lui arrivait à la cheville, même si j'ai eu de belles rencontres dans ma vie. Et peut-être que c'est pour ça que je suis encore célibataire, parce que en fait j'ai toujours cherché quelqu'un qui soit à la hauteur. Et j'ai pas trouvé. Parce qu'il avait tout. Il était d'une gentillesse infinie. Il avait une grâce incroyable, un charme incroyable. Enfin, les gens, ils pouvaient, alors que c'était un gars, c'était un enfant d'une condition misérable, qui avait grandi à la campagne et tout ça, mais il pouvait être dans n'importe quel milieu et il s'adaptait complètement. Il charmait tout le monde. Il avait beaucoup d'humour. Et il était très travailleur, il était très beau, il était hyper musclé. J'adore. Jusqu'à la fin. La liste est longue. Il est mort à plus de 80 ans, il avait encore ses abdos bien dessinés, je dis ça juste comme ça. Et pour revenir au sujet des cheveux, parce que sur la photo, du coup, tu as une texture différente. Ah oui, mais là c'était la période assouplissement. Audrey, oui, qu'est-ce qu'il s'est passé? Pourquoi avoir franchi le pas de dénaturer un peu tes cheveux naturels? Ah non, mais moi j'ai toujours fait d'abord j'ai toujours fait des allers-retours. Après, il faut vous dire qu'on n'est pas, c'est pas la même époque. Hein, quand j'étais ado, j'ai commencé les assouplissements. J'ai jamais fait de fer. Hein, si j'ai fait une ou deux fois, ça a été une catastrophe. Donc voilà, j'ai le coup du fer, et même les plaques. Je suis anti-plaque. Hein. Moi, je suis dans la team anti-plaque et je vais peut-être avoir un procès de la part des gens qui font des plaques, mais ça ne va pas à nos cheveux, les plaques. C'est pas vrai. Même si on vous dit oui, émail, ça y est, ça. Non, c'est pas vrai. Ça ne va pas à nos cheveux. Bon, ça, c'est joli sur le moment, mais sur le moyen long terme, c'est une catastrophe. Donc j'ai jamais fait ça, ou en tout cas j'ai dû le faire une ou deux fois et constater que c'était assez catastrophique. En revanche, quand j'étais ado, justement avec cette masse de cheveux là dont je vous ai parlé, en côté pratique, je pense, à l'époque c'était vraiment très courant
j'étais en Martinique, hein, mais pour des jeunes filles et des jeunes femmes, de se faire un assouplissement. Alors le plus raide, c'est ce qu'on appelle le défrisage. Mais bon, moi j'étais à l'intermédiaire, j'étais plutôt à l'assouplissement. Et voilà, et tout le monde, enfin, c'était normal. C'était normal. Et en même temps, celles qui voulaient ne pas le faire ne le faisaient pas. Je veux dire, il n'y a pas une injonction. Il n'y avait pas. Quand j'étais en Martinique, ça m'est arrivé après, mais quand j'étais en Martinique, il n'y avait pas un patron qui allait vous dire ne venez pas avec vos cheveux naturels parce que c'est pas sérieux, par exemple. Je sais qu'il y a des femmes noires qui ont entendu ça, hein, mais en Martinique où j'ai grandi, c'était pas le cas. On faisait ce qu'on voulait. Il y avait des femmes qui avaient l'afro, il y avait des femmes qui avaient des tresses, il y avait des cheveux des différents C, de tous les C, B, C que vous voulez imaginer. Oui, même à l'école. Alors les petites filles en général avaient les cheveux quand même attachés. Nattes, tresses, etc. Mais il y avait quand même une tendance, probablement aussi du fait d'une forme d'aliénation culturelle, hein, mais c'était pas vécu comme ça. En fait, on le faisait pas, ou alors c'était inconscient, mais on le faisait pas pour avoir des cheveux de blanche, machin. On le faisait parce que on trouvait ça joli et que c'était pratique, en fait, et ça prenait moins de temps, etc. Et après, une fois que j'ai commencé à le faire, j'ai continué de le faire. Quand je suis venue vivre ici, quand j'avais 15-16 ans, c'était quand même... là, je faisais pas d'assouplissement, mais mes cheveux étaient toujours tirés. J'étais coiffée comme Shadé tout le temps. C'était la grande époque de Shadé. Et après, quand j'ai été adulte et que j'ai travaillé ici, puis en Martinique, puis de nouveau ici... effectivement, j'étais plutôt, mais encore une fois, sur une question plus pratique de temps. Souvent, quand j'étais en vacances, quand je savais que j'avais le temps de m'occuper de mes cheveux, ou que j'étais dans un pays, soit en Martinique, soit ailleurs, un pays chaud, où j'aurais pas de problème de cheveux à sécher, je laissais mes cheveux au naturel. Et dans le reste du temps, quand j'étais en plein hiver ici à Paris et tout ça, j'avais plutôt tendance, effectivement, pour avoir la paix, à faire un assouplissement à peu près tous les 3 mois, avec les produits les moins chimiques possibles, on va dire, on va pas se mentir, c'est quand même jamais 100% naturel, et entre-temps de faire un brushing. Et comme j'avais une grosse masse de cheveux et une belle longueur de cheveux, c'était joli, en fait. Oui, et non, donc, il y avait rien à dire. Et donc, moi, j'allais de l'un à l'autre, et puis il y a eu des moments aussi où j'ai fait des tresses, beaucoup. Il y a eu pas mal de périodes où je faisais des tresses. Et l'afro, en fait, alors moi j'ai plutôt tendance à dire une afro pour une coupe afro. L'afro, en fait, ça m'était pas trop venu à l'idée parce que souvent j'avais les cheveux très longs. Donc en fait c'était plus une grosse boule de cheveux, mais c'était pas la forme afro comme ça. Oui, comme celle-là. Et là en fait ça faisait un moment que ça me titillait là depuis 1 an ou 2. Je me disais tiens je vais passer à l'afro, mais ça veut dire qu'il va falloir que je coupe mes cheveux parce que quand je suis passée à l'afro j'ai quand même là maintenant je les laisse de nouveau pousser, mais quand pour avoir la forme il fallait couper et donc j'ai coupé entre 10 et 15 cm. Ça aussi, une femme noire qui coupe 15 cm de ses cheveux, c'est pas évident. Donc, mais je m'étais dit depuis 2 ans que je voulais le faire. Et en fait, je vais vous dire, il y a 2 choses qui m'ont poussée à passer le pas. La première chose, c'est la montée de l'extrême droite, qui n'est pas nouvelle en France, mais ce qui s'est passé depuis 2-3 ans, et singulièrement les résultats de l'extrême droite depuis là, en 2025, coupler ça à la montée du racisme, de l'extrême droite dans le monde et bien sûr évidemment la situation aux États-Unis. En fait, je me suis dit mais on est là et il faut le redire. On le dit déjà, on le montre par nos actions, par notre on est là. Mais peut-être que le fait qu'une personnalité publique comme moi fasse ce choix capillaire-là, ça dira les choses encore d'une façon différente. Je ne vais pas dire que ça va le dire de façon plus forte ou mieux ou machin, mais c'est différent, ça s'ajoute. Donc je me suis dit, tiens, pendant les vacances d'été, là, je vais m'occuper de ce problème-là et je pense que ça va être bon, je suis bonne pour l'afro. Et puis la deuxième chose, c'est Ariel Saint-Cyril, le jour de la cérémonie d'ouverture des JO.
J'ai trouvé que parmi la cérémonie d'ouverture des JO, c'était un truc génial, du Incroyable. début à la fin. J'ai adoré du début à la fin. Il y a eu énormément de symboles, enfin plein. Bon, il y a ceux qui retiennent Aya, il y a ceux qui retiennent le cheval, il y a ceux qui retiennent Céline Dion à la fin. Enfin, tout était très beau. Et moi, ce que j'ai adoré dans cette cérémonie, c'est qu'elle disait vraiment qui nous sommes à Paris, qui nous sommes en France, mais qui nous sommes à Paris, puisque c'était les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Mais dans le contexte, un mois après enfin même pas un mois, 15 jours après les élections législatives, au cours desquelles on s'attendait à ce que l'extrême droite soit en mesure de gouverner le pays, d'avoir une femme noire, française, une femme noire, sur le sommet du Grand Palais, drapée dans le drapeau bleu, blanc, rouge, habillée du drapeau bleu, blanc, rouge, chantant la Marseillaise, avec cette magnifique afro. Pourtant, elle était sous la pluie. Hein. Donc, ça aurait été encore mieux s'il n'avait pas plu. Oui. Là, je me suis dit, ah ouais, Ça envoie. ça envoie Ouais. ça. Moi, ça m'a fait pleurer, hein, vraiment. Oui, non, mais et en plus, son interprétation était magnifique. Ça m'a fait pleurer. Et ces deux événements-là, donc Ariel Saint-Cyr, elle ne le sait pas, mais elle est à l'origine de cette décision. Ces deux événements-là, à la fois la montée de l'extrême droite et l'idée de me dire, ben voilà, les gars, en fait, au cas où vous ne seriez pas rendu compte, on est là et on est là pour rester. Tu parlais du mot d'injonction, Oui. et j'aurais aimé savoir, quand tu travaillais justement en tant que journaliste ou chroniqueuse, est-ce qu'on t'a déjà fait ressentir que tes cheveux naturels n'étaient pas acceptables ou pas professionnels? Non, ça ne m'est pas arrivé. Je pense que c'est une combinaison de beaucoup de choses. Ma personnalité, comme on dit aux États-Unis, de stand for yourself, quoi. C'est que voilà, je me laisse pas faire, même si intérieurement je suis pétée de trouille, je ne me laisse pas faire et je me défends. La deuxième chose, c'est que bon, dans une bonne partie de ma carrière, effectivement, j'avais les cheveux assouplis, j'avais un super brushing, j'ai toujours été du super coiffeur. Bon, donc il n'y avait pas grand-chose à dire. Je vois pas qui serait venu me dire non, mais tes cheveux sont trop noirs ou trop antillais, tu vois. Donc, mais ça, c'est parce que j'avais cette autorité, j'avais ce parcours, voilà, et c'est pas. Et puis j'étais dans un milieu professionnel aussi où on espère qu'il y a un minimum, même si j'ai eu des réflexions complètement stupides, mais qu'il y a un minimum d'ouverture d'esprit sur ces sujets-là. Mais puisque tu parles des injonctions, en fait, des injonctions, j'en ai plutôt eu, pas de la part de patrons ou pas de la part de personnes blanches, mais de la part de personnes non blanches, de la part d'Antillais, surtout des hommes, ou d'autres femmes qui, alors, ils sont jamais contents en fait. C'est soit c'est trop, soit c'est pas assez, soit c'est pas assez naturel, soit c'est trop naturel, soit c'est, enfin, et en fait, moi, je voudrais aussi qu'on réfléchisse sur nous-mêmes et sur la façon dont on somme les femmes noires d'être ce qu'on voudrait qu'elles soient. C'est fatigant. C'est fatigant, hein, en fait. Et en fait, une femme noire, elle fait ce qu'elle veut, hein. Totalement. Et elle, Si elle comme fait toutes le les choix autres, de elle se fait lisser les ses cheveux, choix et elle elle fait ce qu'elle fait. veut, en fait. Avec sa vie privée, ses choix vestimentaires, ses choix capillaires, ses choix... Elle fait ce qu'elle veut. Mais c'est pas si simple que ça. Et puis surtout, moi, ce que je dis souvent, c'est que je connais des femmes qui portent leurs cheveux naturels, très crépus, très Black Power, mais qui disent beaucoup de conneries, en fait. Ah oui. Et qui disent beaucoup de conneries très assimilatrices, très, etc. Et j'en connais des femmes, je vois des activistes américaines, par exemple, qui ont alors je sais pas comment elles font, si c'est un lissage brésilien ou quelque chose comme ça, enfin qui ont les cheveux, ça n'a pas l'air d'être ni une perruque ni ça, enfin ça a l'air d'être quand même leurs cheveux, mais qui sont très lisses et c'est pas un lissé naturel, et qui disent des choses très fortes sur le plan de l'émancipation des Noirs, sur le plan politique, etc. Je vais pas donner de nom, mais je connais une personnalité noire, métisse, française, je vois très bien de qui vous parlez. qui porte ses cheveux nappis et qui dit quand même beaucoup de bêtises. Beaucoup de bêtises, on est d'accord. Bon, On est d'accord. l'habit ne fait pas forcément le moine. Exactement. On va continuer, Audrey, avec cette dernière photo que tu as accepté de nous livrer de toi, qui est plutôt récente. Oui, J'ai alors l'impression que ça c'est sur une c'était transition. j'avais 51 ans.
Je sais parce que c'était de retour d'un voyage que j'ai fait cette année. J'avais 50 ans, pas 51 ans, j'avais 50 ans, c'était il y a 3 ans. C'était de retour d'un voyage que j'avais fait pour mes 50 ans. Ben oui, photo d'aujourd'hui. Disons que là, en termes de cheveux, j'ai quasiment arrêté les assouplissements et brushing presque depuis l'âge de mes 50 ans. J'en ai fait encore quelques-uns après. Est-ce qu'on peut dire que tu es sur une transition là, cette photo? Oui, alors, je sais pas si... transition capillaire, peut-être, mais en tout cas, dans ma tête, ça se formulait pas comme ça. C'était un moment, j'avais envie d'avoir les cheveux comme ça. Je les ai gardés, je les ai portés comme ça pendant quasiment 2 ans. Puis après, j'ai refait un assouplissement, j'ai refait des brushings, puis après, j'ai arrêté. Et à un moment, j'ai arrêté vraiment. Et puis bon, après, je suis passée à l'afro. Donc, c'était dans ma tête, c'était pas vraiment une transition, mais dans les faits, c'est une transition parce que là, mes cheveux sont comme ça, parce qu'ils sont pas complètement raides, ils sont pas complètement crépus, ils sont entre les deux parce qu'il reste encore un petit peu de chimie dedans. Donc là, ils sont à la racine, ils ont repoussé naturellement. Là, il y a bien, je pense, il doit y avoir 7 cm de racine. Et le reste, bon, c'est un peu ouais, comment dire, Martinique, c'est un peu... Non, mais de toute façon, les périodes un peu comme ça, c'est toujours... un petit mélange. Mais c'était pas moche et c'était pas désagréable. C'était difficile à démêler. Très difficile à démêler parce qu'il y a plusieurs textures en même temps. Mais ouais, c'était pas désagréable. Tu as une fille, Audrey, il me semble. Oui. Et comment est-ce que tu fais pour qu'elle puisse se sentir confiante et bien dans sa peau avec ses cheveux naturels? Alors là, ma fille, elle m'envoie bouler, elle fait sa vie. Ouais, ok. C'est marrant. Alors, ma fille, d'abord, elle a 27 ans, hein, donc on est très proches, hein, on se parle tous les jours et tout, mais on n'a pas le même type de cheveux. On n'a pas le même type de cheveux parce que... bon, déjà parce que le peuple martiniquais est un peuple métissé. Son père est ce qu'on appelle un chabin. Je pense que tout le monde ici sait ce qu'est un chabin, mais il y a différentes catégories de chabins. Bon, le père de sa grand-mère était blanc. Les choses ne se sont pas passées avec la mère de sa grand-mère de façon consensuelle, dirons-nous, entre ce monsieur et cette dame. Elle a été enceinte, elle a eu donc la mère du père de ma fille. C'est une métisse chabine, mais plutôt, on va dire, en Martinique, on dit mulâtresse. Hein, plutôt la peau légèrement mate et les cheveux assez souples quand même. Et ma fille, elle est née très noire. Alors, pas noire... bon, je vais dire le mot, mais il faut savoir qu'en Martinique, il n'est pas péjoratif. Mais en Martinique, on dit coulis. Alors ici, évidemment, c'est un mot très péjoratif. Mais en Martinique, les gens... qu'on appelle coulis, c'est pas péjoratif, c'est qu'elle a toujours d'ailleurs, elle a une peau, bon, quand elle est en France elle est moins noire, mais dès qu'elle prend le soleil, elle a elle a la peau qui devient très noire, un peu comme les personnes en Inde, comme les Indiens, les Indiennes d'Inde, pas les Indiens d'Amérique, et les cheveux très noirs, comme les Malgaches, très noirs, très longs et assez fin bouclés, en fait. Okay. Pas vraiment crépus, mais plutôt fin bouclés. Donc, j'ai envie de dire pas trop compliqué à coiffer, quoique, parce que elle en a beaucoup. Ils sont très longs. Bon, elle a un peu coupé depuis qu'elle est adulte, mais quand elle était enfant, elle avait vraiment les cheveux très longs jusqu'ici. Très, très fins. Super fin et très bouclé. Égal, s'en mêle très très vite. Mais vraiment. Donc là aussi, des mélages tous les jours, sinon c'était une catastrophe absolue. Mais ils s'en mêlent très vite, mais ils sont plus faciles à démêler. Parce que là, pour le coup, dès qu'on les hydrate, ils se détendent et on fait des nattes rapidement et tout, donc ça va vite. Donc elle a porté les cheveux naturels toute son enfance. Et bon, donc elle a les cheveux longs, bouclés. Alors, évidemment, tout le monde lui disait « Ah, tu as de beaux cheveux, donc pas de problème. Et quand elle avait 11-12 ans, je lui ai fait faire un assouplissement une fois et elle a détesté ça, elle m'en a voulu terriblement et donc on n'a plus jamais refait.
Et là, en fait, elle gère vraiment. Moi, je vois elle gère ses cheveux comme les Elle est filles, très autonome. comme les filles sur Instagram. J'ai tout le temps épaté son maquillage, ses cheveux, c'est tout. Je sais pas comment elle fait, mais elle est très très douée pour ça. On va revenir un petit peu sur les réseaux sociaux, parce que tu en as parlé juste avant. Et je pense qu'on sait toutes et tous que les réseaux sociaux aident à faire en sorte qu'il y ait plus de personnes auxquelles on puisse s'identifier. Même Ça si, aussi, c'est nouveau, hein. Imaginez un monde où il n'y avait pas ça, hein. Oui, c'est vrai que ça devait être totalement différent. Même si on sait que le colorisme et le texturisme perdurent encore. Je sais pas si tu te souviens, Audrey, on a eu une petite conversation, on parlait d'emoji afro. Oui, C'est très rapide. mais il n'y a pas d'emoji afro. Mais comment est-ce qu'on Mais il n'y a peut pas l'expliquer? d'emoji tresse, il n'y a pas d'emoji pour les cheveux des Pas noirs. normal, hein. Et pourtant, Faudrait qu'on fasse un truc. on a 50 000 textures différentes, coiffures différentes, ta coiffure est différente de la mienne, etc. Et il n'y a pas d'emoji. Je comprends pas pourquoi ça n'énerve personne. Moi, ça m'énerve chaque fois. Ouais, moi aussi très en colère. Dites-nous si vous aussi vous êtes en colère par Ben rapport oui. à ça, parce que je sais qu'il y a de plus en plus d'articles, des choses aussi qui se font par rapport à ça. En Mais tout cas, on bien se sûr. questionne. Pourquoi effectivement est-ce qu'il n'y aurait pas des dégradés de boucles différentes Mais oui, parce qu'en plus, on a tellement de... Alors, je parle même pas des couleurs de peau qui sont évidemment très, très, très différentes et très variées. Même moi, mes sœurs et moi, on a le même père et la même mère. On a 3 couleurs de peau différentes, 3 types de cheveux différents. Enfin, c'est comme ça dans beaucoup de familles. Et non seulement, et je parle même pas seulement des entre guillemets ex-colonies, mais les pays, les Noirs des pays d'Afrique aussi, même des pays où il n'y a pas eu de colonialisme, où il n'y a pas eu de kidnapping et d'esclavage, où il n'y a pas eu de mélange, etc. Ben, il y a des différences de couleur de peau, et de texture de cheveux, de type de coiffure, etc. Mais c'est infini, c'est infini. C'est pas 50 Shades of Black, c'est beaucoup plus que ça. Exactement. Et puis je trouve aussi que, quitte à être progressiste, autant y aller jusqu'au bout, quoi. Ah Donc, oui, et je bien pense sûr. que c'est important qu'on l'ait enfin sur tous les téléphones. Absolument. Et moi, j'étais curieuse, Audrey. Je me suis demandé, est-ce qu'on te perçoit différemment maintenant que tu as ton afro? Est-ce que tu ressens une différence de perception ou de considération Ça dans ta vie pro ou autre? Non, il y a pas mal de gens qui me disent, pas mal de jeunes femmes ou de femmes de mon âge aussi, qui ont eu donc un peu le même parcours que moi et voient un peu pourquoi c'est plus possible aujourd'hui que ça ne l'était avant, pourquoi c'est plus simple aussi de le faire aujourd'hui. Donc j'en ai quelques-unes qui me disent merci parce que voilà, moi ça me donne la pêche pour le faire et tout ça. D'ailleurs il y a une personne avec qui j'ai dialogué comme ça sur les réseaux sociaux et du coup j'ai fait un réel rien que pour elle parce qu'elle me disait pourquoi je n'ose pas passer le cap. Donc du coup je lui ai mis j'ai fait un réel avec plein de types de coiffures que j'avais Oui, eu en j'ai lui vu disant passer. mais en fait voilà, tu fais ce que tu veux au moment où tu veux le faire. Il y a des jeunes femmes qui pareil, qui me disent ouais, moi je vous suis depuis longtemps et ça me met en confiance, etc. Et puis il y en a aussi qui m'engueulent en me disant dis donc, il était temps, hein. Pourquoi vous n'avez pas fait ça avant? Parce que j'avais pas envie de le faire avant, c'est tout. Ouais, en voilà. fait. Oui, Voilà. chacun fait les choses à son rythme et on n'a pas à s'incriminer les uns les autres. Mais bien sûr, Pourquoi mais est-ce que on tu fais fait ce pas qu'on ci, veut. pas ça? Enfin, je veux dire, pourquoi on ne demande pas à une femme blanche pourquoi elle fait ci, pourquoi elle fait ça, pourquoi elle a ci, etc. Donc, Totalement. moi, je suis bien consciente qu'il y a une charge politique et historique dans ce type d'acte. Le fait d'avoir ses cheveux nappis ou pas nappis, etc., ça a une signification. Donc ça, je ne dis pas le contraire, mais à un moment, il faut nous laisser tranquilles, quoi. D'ailleurs, c'est Viola Davis qui a fait un post en début d'année où elle disait cette année les femmes noires cette année ne se justifieront pas à propos de leurs cheveux. Très bien dit. Mais franchement, c'est vrai Et, qu'on a toujours tendance, comme ce que tu disais tout à l'heure, à prendre un peu toutes les peines, quoi. Mais ouais, puis c'est se une prendre un pression peu tout dans la incroyable. tête. C'est jamais, les gens sont jamais contents, mais laissez-nous tranquilles en fait. Laissez-nous vivre. Mais oui. Totalement. On va revenir du coup sur ta carrière d'abord journalistique. Et est-ce que pour toi, ça a toujours été une évidence, de devenir journaliste? Oui. Alors ça, c'est quelque chose vraiment. Et d'ailleurs, j'ai été un peu infidèle à moi-même puisque j'ai arrêté, j'ai quitté ce métier. Alors que je m'étais dit que j'allais le faire jusqu'à la fin de mes jours. J'avais. Alors au début, quand j'étais enfant,
Je me souviens pas avoir voulu être hôtesse de l'air ou maîtresse d'école, mais je sais que assez vite, j'avais grosso modo entre 7 et 9 ans, je voulais être astronaute. Waouh. Et ensuite, je pense qu'entre l'âge grosso modo de 9 et 11 ans, j'ai voulu être avocate. Parce que je voulais prendre la défense des gens, je voulais parler, etc. Faire le plaidoyer des causes. Après, j'ai eu une petite période assez courte pendant laquelle j'ai eu envie de faire de la publicité. Mais vers l'âge de 11 ans, en fait, moi j'habitais encore en Martinique, j'étais pas encore partie à Paris. Quand j'avais 10-11 ans en Martinique, il n'y avait pas... c'était donc les années 80, au tout début des années 80. On n'avait pas les chaînes de télé en direct comme aujourd'hui. D'abord, la télé, ça commençait à 18h, 17h30 et ça s'arrêtait à minuit. C'était pas toute la journée, toute la nuit comme maintenant. Il y avait 3... Mais ça, c'était partout. Il y avait 3 chaînes de télé. Et en Martinique, non seulement on avait 3 chaînes de télé qui commençaient vers 17h30 et qui s'arrêtaient à minuit, mais en plus on n'avait pas en direct les infos par exemple. Les infos, le journal à l'époque TF1, Antenne 2 et FR3. On avait en direct un journal local et on avait quelques infos sur ce qui se passait en France hexagonale et dans le reste du monde. Sauf quand il y avait des choses vraiment importantes. Par exemple, je me souviens, j'étais petite, mais c'est l'un de mes premiers souvenirs télévisuels, c'était les obsèques d'un pape. Donc c'était avant François, avant Benoît XVI, avant Jean-Paul II. Je pense que c'était Jean-Paul Ier, le pape qui est mort avant Jean-Paul II. Ça doit être en 1979 ou 80, quelque chose comme ça. Et donc, quand j'avais 11-12 ans, ou enfin à peu près 11 ans je pense, un jour, il y a eu la diffusion du journal d'Antenne 2, donc France 2 maintenant, et c'était Christine O'Krent qui le présentait. Christine O'Krent, pour les plus jeunes d'entre vous qui ne la connaissaient pas, a été une très grande journaliste politique pendant toute la deuxième moitié du XXe siècle, début du XXIe siècle en France. Enfin, c'est une référence. Christine O'Krent, c'est une très très grande journaliste. Et donc, je ne la connaissais pas, et je vois cette dame qui présente les infos, et déjà c'est une femme qui présente les infos, chose qui était incroyable. Et ensuite, c'est une femme qui a l'air intelligent et qui a l'air de maîtriser des dossiers super compliqués. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Alors, c'est ça que je veux faire, pas présentatrice de journaux, mais journaliste. Vraiment, d'accord. Le journalisme, les infos, comprendre, expliquer, parler de choses complexes, etc. Et à partir de ce moment-là, j'ai pensé qu'à ça. Et justement, pourquoi est-ce que tu t'es lancée assez vite dans une carrière télévisuelle ? Qu'est-ce qui t'a attirée dans la télé ? Alors ça, c'est un petit peu de déterminisme quand même. En fait, j'ai fait une école de journalisme, j'ai fait l'école supérieure de journalisme de Paris. Et on avait 2 premières années en tronc commun, et la 3e année, il fallait choisir une spécialisation. Donc, pendant les 2 premières années, on avait des enseignements sur l'histoire du journalisme, l'économie, le droit, la télé, la radio, la presse écrite, etc. etc. Et on avait des ateliers, enfin on avait des travaux pratiques dans les trois grands médias. Il n'y avait pas encore de formation à l'internet à l'époque, puisqu'internet n'existait pas. Et en 3e année, il fallait choisir une spécialité, radio, télé ou presse écrite. Les 3 me plaisaient, franchement j'avais plutôt un coup de cœur pour la radio, mais les 3 me plaisaient. Et en fait c'est mon prof de télé, qui s'appelle Michel Zlotowski, qui aujourd'hui est une des grandes voix de France Inter, parce que c'est un traducteur, il traduit en anglais, c'est un interprète en fait, il traduit les interviews en anglais, etc. C'est lui qui m'a dit, mais en fait vous avez une présence à l'antenne que tout le monde n'a pas. C'est un truc, on l'a ou on l'a pas, et vous l'avez, et ce serait vraiment dommage de ne pas vous spécialiser en télévision. Bon, comme les 3 médias me plaisaient, j'ai un peu hésité, parce que vraiment la radio... Et puis finalement, j'ai fait une spécialisation télé. À la fin de la spécialisation, il fallait faire un stage dans une télé. Donc j'ai fait un stage, et c'est d'ailleurs à ce moment-là que je suis rentrée en Martinique. Donc c'était en 1994, ce que je disais, 1993.
Je suis rentrée travailler en Martinique et pour ce stage, et je suis restée, parce que pour le coup, ce média pour lequel je bossais en stage m'a proposé un contrat, et je suis restée 8 ans. Donc voilà, une fois que j'avais fait le stage en télévision, que j'ai commencé à travailler en télé, mais j'ai fait ma carrière en télévision. Mais dans ma carrière, j'ai aussi fait de la radio et j'ai aussi fait de la presse écrite. Oui, effectivement, c'est vrai que tu as eu plusieurs casquettes. Et parmi toutes ces casquettes-là, que ce soit journaliste, chroniqueuse, rédactrice aussi en chef de magazine, laquelle as-tu le plus préférée? Ah, c'est difficile à dire, parce que c'est des expériences. La radio, j'ai fait de la radio pendant 2 ans à France Inter le matin. C'était quand même quelque chose d'assez incroyable, parce que pour moi, la radio, c'est vraiment le média. C'est une intelligence qui s'adresse à une autre intelligence. La radio, vous n'avez pas le support de l'image. Vous n'avez pas le support de l'écrit avec un éventuel graphique, etc. Vous avez juste à ressentir et exprimer les choses de façon assez claire et assez sincère pour que de l'autre côté, quelqu'un finalement perçoive ce que vous percevez. C'est pour ça que c'est une intelligence qui s'adresse à une autre intelligence. Et d'ailleurs, je trouve très dommage qu'il y ait maintenant des caméras dans tous les studios de radio, parce que ça change complètement l'idée. Mais je trouve que voilà, se dire j'allume ma radio, j'écoute quelqu'un qui me parle et qui va m'expliquer le monde. Et qui va me faire ressentir avec, en laissant, on a entendu une moto passer là par exemple, et en entendant le bruit d'une moto, en entendant ci, en entendant ça, je vais moi, dans mon esprit, visualiser des choses en fait, qui me sont suggérées par ce que j'entends. Je trouve que ça c'est quand même assez magique. Et je trouve qu'en radio, il y a quelque chose qui est, qu'on entend, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je le ressens. Je trouve qu'on entend immédiatement la sincérité ou l'insincérité de quelqu'un en radio. C'est-à-dire que quand vous écoutez la radio, vous écoutez un journaliste ou vous écoutez un invité, vous écoutez un chroniqueur, etc. Si vous êtes attentif vraiment, en fait, il y a une vérité qui s'entend dans le propos et on sait tout de suite si la personne qui interviewe est en empathie avec le sujet dont elle parle, si elle se sent concernée par le sujet dont elle parle ou pas. Moi, je trouve qu'on sent quand un homme ou une femme politique ment à la radio, moins facilement à la télé. En tout cas, on n'est pas perturbé par l'image et par... Et la télé, c'est autre chose. La télé, évidemment, c'est du show, c'est un show la télé, même quand on essaie de le faire de façon très très précise et tout, comme j'essaie de le faire pendant des années. Et la presse écrite, c'est le truc, c'est le sérieux, c'est ce qui reste à la fin. C'est plus laborieux. Mais je trouve que la radio, c'est quand même une magie, c'est quand même quelque chose d'incroyable, quoi. Pendant un temps, en tout cas, la radio était un peu perdue de mode, si je peux dire. Et puis, maintenant, il y a les podcasts. Mais voilà, vous voyez ce qu'on ressent dans un podcast, c'est ça, quoi, en fait. Et ça n'a rien à voir avec l'image. Je suis désolée, là, on est à l'enfui de l'image et tout ça, mais c'est pas la même qualité d'écoute. C'est pas la même relation qui se met en place. On l'a dit un petit peu tout à l'heure, Audrey, tu as été chroniqueuse sur On n'est pas couché de 2011 à 2012, si je ne me trompe pas. J'ai fait une seule saison. Beaucoup de gens pensent que je suis restée 3 ans, mais je suis restée 1 an seulement. Qu'est-ce que ça t'a fait de passer après le binôme Zemmour et Nolo, surtout quand on sait ce que Zemmour est devenu? Et est-ce que tu devais suivre, je sais pas, une ligne éditoriale particulière? Alors, moi, je m'attendais pas du tout à faire cette émission, qui était une émission de divertissement. J'avais eu une carrière vraiment sur l'information, le truc sérieux, etc. Et le show, le divertissement, je savais pas ce que c'était. Et en fait, je l'ai fait parce que c'était une période pendant laquelle, pour cause de relations amoureuses inappropriées, je ne pouvais plus faire mon métier de journaliste comme je l'avais toujours fait. Et je me suis dit, dans cette émission, au moins, je vais pouvoir faire une interview politique, ce qui est quand même mon métier. En plus, sur un temps long, puisque c'était 50 minutes d'interview, c'est quand même assez rare. Et j'espère que je l'ai fait correctement. Enfin, j'ai essayé en tout cas. Et donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée dans cette émission. Mais j'ai pas de regrets parce que j'ai appris beaucoup de choses. Je n'y serais pas allée spontanément, mais ça a été une année très marquante pour moi et au cours de laquelle j'ai appris énormément de choses.
Déjà au départ, il y avait une espèce de malentendu parce que les gens s'attendaient à ce que je vienne en tant que femme de gauche, militante de gauche, etc. Et moi, j'étais juste là en tant que journaliste. Donc, par exemple, il y a des femmes et des hommes politiques, une femme en particulier, de gauche qui sont venues en se disant « Bon, ben c'est bon, elle est dans mon camp », et qui étaient très étonnées que je les interviewe comme un journaliste interviewe un politique. Voilà, sans être partisane, mais sans concession non plus. Et puis, il y a eu un moment, une consigne de la part de la production nous disant non, mais vous, Natacha et moi, vous êtes trop gentils, il faut être beaucoup plus agressive, etc., etc. On a essayé ça, moi, c'était pas mon truc. En fait, beaucoup de gens pensent que j'étais une journaliste hyper agressive, etc. J'étais comment dire, straight, quoi. J'étais incisive et enfin, je voulais pas qu'on me raconte de bêtises. Mais je n'ai jamais, j'ai fait ce métier pendant 25 ans, je n'ai jamais interviewé quelqu'un en me disant, celui-là, je vais me le faire. Jamais. Moi, ce que je voulais, c'était créer des moments de vérité. Et à ce moment-là, pour moi, c'est à l'auditeur, au téléspectateur, le lecteur c'est un peu différent, mais c'est à l'auditeur ou au téléspectateur de se faire son opinion sur la vérité qu'il entend. C'est pas à moi de dire aux gens, ça c'est bien, voilà comment il faut penser, voilà comment il faut pas penser. Pour moi, c'était créer le moment de vérité où l'invité va se départir des éléments de langage, de la communication, et va aller vers ses convictions et va pouvoir convaincre celui ou celle qui le regarde ou qui l'écoute. Et moi, à ce moment-là, je me mettais en retrait pour que ce moment puisse advenir. Donc, j'ai jamais fait une interview en me disant ouais, non mais tu vas voir, etc., etc. Même de gens avec lesquels j'avais vraiment de profonds désaccords. Parce que je pense que le boulot d'intervieweur, c'est pas d'être la star. La star, c'est l'invité, en fait. Et donc, quand on m'a dit faut être agressive, etc., ben en fait c'était pas mon truc. Donc j'ai essayé une ou deux émissions, puis j'ai bien compris, j'ai bien senti que ça sonnait creux, ça sonnait faux, donc j'ai repris ma méthode. Et effectivement, il y a eu des moments où c'était très dur. J'ai eu une interview avec Laurent Wauquiez par exemple où ça avait été quand même très très rude. Mais c'était de ma part, c'était sincère, c'était pas un truc joué, etc. Et puis c'était vraiment moi je me souviens d'une interview de Louis Alliot sur l'avortement, parce qu'à l'époque le Front National, qui s'appelait pas encore Rassemblement National, donc c'était en 2012, faisait campagne en disant qu'ils allaient supprimer l'avortement de confort. Et j'ai dit mais qu'est-ce que c'est un avortement de confort ? À partir de quand, à partir de quels critères vous décidez qu'une femme avorte par confort ou pas ? Qui décide que c'est du confort ou que c'est pas du confort ? Est-ce qu'on a droit à un nombre d'avortements dans une vie ? Et c'est vrai qu'il était complètement coincé, mais c'était pas, l'objectif c'était pas d'être agressif. Et en fait, là où j'ai vraiment pris du plaisir à faire cette émission, c'est quand justement, j'ai dit à la production, mais en fait, je vais essayer d'être un peu moi-même. Et en fonction des invités, etc., en fonction de la façon dont ça se passait, les choses changeaient. Et il y a aussi quelque chose qui a changé ma façon de faire dans cette émission, c'est le moment où j'ai décidé que même si je n'aimais pas du tout, quand c'était un invité artiste par exemple, même si je n'aimais pas du tout ce que j'avais écouté, vu ou entendu, il fallait que je trouve un moyen de mettre la personne en valeur. Du coup, sur On n'est pas couché, effectivement, on a parlé de la notion d'être incisive, etc. Et est-ce que tu n'as pas ressenti qu'on a été plus dur avec toi ou que le public a été plus dur, ou même peut-être tes patrons, parce que tu étais une femme noire et parce que tu osais dire ce que tu pensais ? Ah oui, non, ouais, ça c'est tout le temps. Alors premièrement, je suis une femme, donc déjà une femme qui donne son avis ou qui défend ses positions, c'est suspect, c'est pas bien, c'est une hystérique, c'est tout ça. Alors une femme noire, aïe aïe aïe, alors là, je veux dire que le 95% de la polémique qu'il y a eu quand j'ai dit que je comprenais qu'on puisse organiser des réunions non mixtes, et ce que j'ai dit précisément, c'est que moi je préfère les réunions réservées à plutôt que les réunions interdites à, c'est-à-dire que je préfère qu'on n'interdise pas
des réunions à telle ou telle personne, mais qu'on se dise qu'on les réserve à des personnes qui, du fait de leur couleur de peau, de leur orientation sexuelle, d'un trauma qu'elles auraient vécu et tout, ont un terrain commun dont elles veulent discuter. Et ensuite j'ai dit et donc là le journaliste m'a relancé en me disant oui mais bon si quand même dans ces réunions non mixtes si quelqu'un de blanc veut venir est-ce qu'on l'empêche? Je dis non, on l'empêche pas, mais on peut lui demander de se taire. Et alors là, mais en fait tout le cinéma qu'il y a eu après ça, c'était pas parce que je parlais de réunions non mixtes, c'est parce qu'une femme noire, dans l'imaginaire collectif, une femme noire demandait à un homme blanc de se taire. Et ça, pour eux, c'était inimaginable, ça passait pas. Ben oui, en fait, oui. Moi, et ce que j'ai dit dans la même interview, c'est que moi, il m'est arrivé d'être dans des dîners, dans des réunions, dans des moments avec des amis femmes trans ou avec des amies femmes lesbiennes qui parlent entre elles des sujets qui les préoccupent. Et j'étais là parce que, voilà, parce que d'abord parce que je suis une alliée, mais parce que je participe à un dîner, on se pose pas la question, etc. Mais moi, je ferme ma bouche, en fait. Je les laisse parler, je leur dis pas, ah oui, mais tu penses pas que... Non, mais là, tu es parano, hein. Non, je ferme ma bouche, j'écoute. Et si on me demande mon avis, je donne mon avis. Et c'est ce que j'ai dit dans cette interview. Et j'ai pris cet exemple-là en disant moi-même, je ferme ma bouche. Mais ça n'a pas été accepté parce que c'est inimaginable dans la tête de beaucoup de gens qu'une femme noire puisse dire ce genre de choses. Et alors, dans ma vie de femme libre, alors le fait d'être une femme, de revendiquer ma liberté, d'être une femme noire, de dire que je suis une femme noire et de prétendre défendre mes points de vue quand j'en ai, mais ça m'a coûté très cher, bien sûr. Et justement, à l'heure où tout devient extrême, notamment à travers, on le disait tout à l'heure, la montée des idées d'extrême droite qui se démocratisent dans les médias français, on peut remarquer en tout cas que dans les années 80-90, l'antiracisme était présent à travers des associations comme SOS Racisme. Maintenant, on les voit beaucoup moins dans les espaces publics ou télévisuels, comme si l'antiracisme n'était plus politiquement correct. Qu'est-ce que t'en penses ? Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que moi, j'ai vécu dans un monde au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Quand je suis née, la Seconde Guerre mondiale était finie depuis 20 ans à peine, enfin 25 ans. Donc c'était encore très présent. La Shoah, les abominations, enfin l'abomination de la Shoah et toutes les autres de la Seconde Guerre mondiale, tout ce qui a suivi, la reconstruction, la guerre froide, etc. Tout ça, c'était extrêmement présent et c'était très présent dans l'éducation que j'ai reçue, dans le monde tel que je l'ai connu dans les années 70. Et puis il y avait tous les combats pour les droits civiques aux États-Unis, le combat anti-apartheid en Afrique du Sud, etc. Et en fait, il y a toujours eu de l'extrême droite. L'extrême droite était présente, le racisme était présent, l'antisémitisme était présent, mais il n'était pas admis. Il n'était pas admis dans l'espace public, il n'était pas admis dans les médias. Ces gens-là rasaient les murs, comme dit. Il y a un excellent documentaire dont j'oublie le nom, mais ça me reviendra peut-être, réalisé sur l'arrivée de Bolsonaro au pouvoir au Brésil. Et il y a une séquence dans laquelle la documentariste dit, mais en fait, cette extrême droite raciste, issue de la dictature, etc., au Brésil, elle a toujours existé, elle a toujours été là. Mais ces gens-là rasaient les murs. Et ici, c'était pareil. Le 1er mai, le Front National rassemblait l'extrême droite à Paris. Il y avait des ratonnades, ce mot affreux. Il y a des Arabes qui ont été jetés dans la Seine. Il y avait des violences terribles. Mais au moins, elles n'étaient pas admises. Et être pour la peine de mort, se revendiquer d'extrême droite, tenir des propos racistes ou antisémites, c'est toujours un délit, faut le rappeler. Le racisme, l'antisémitisme, le sexisme, la LGBTQIA-phobie, ce sont des délits en France, ce ne sont pas des opinions. Donc il y a beaucoup de gens là qui tombent sous le coup de la loi, des gens qu'on entend dans les médias tous les jours. Plus personne aujourd'hui ne parle de racisme. On parle de discrimination, et plus personne ne dit le mot racisme. Plus personne ne reconnaît moi je le dis là très, très sérieusement, le vote pour le Rassemblement national, c'est un vote raciste. Le programme
de l'extrême droite en France, c'est un programme raciste. Et une grande partie, parce que moi on m'a expliqué, oui, non mais tu comprends, les gens, il faut les comprendre, il faut leur parler. Mais moi c'est pas mon rôle d'éduquer les gens. Dire, le fait que les 3/4 des électeurs du Front National, et ça a été démontré par plein d'études, aient pour première préoccupation les sujets liés à l'immigration, c'est pas une question de oui, mais ils se sentent déclassés, l'économie, non, machin. Non, c'est des gens qui ne veulent pas d'immigrés en France, qui ne veulent pas d'étrangers en France et qui, globalement, immigrés, alors eux, ils vont pas se poser la question de savoir est-ce qu'on est français, né français ou machin. Nous, on n'a pas la tête, toi et moi, on n'a pas la bonne tête des Français pour eux. Donc, c'est du racisme. C'est du racisme. Et les agressions, l'agression, l'assassinat qui a eu lieu dans le Gard, dans une mosquée, c'est du racisme. Nous, en tout cas, on prône ces valeurs-là d'antiracisme, voilà, et c'est pour ça aussi que je voulais accorder cet espace pour les personnes aussi afrodescendantes. Pour moi, c'était très très important. Donc, merci de dire les termes, Audrey, et de les vulgariser aussi au public. C'est très 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 important. Et justement, je voulais revenir. Quel a été, toi, ton déclic pour te lancer pleinement en politique ? Alors, en fait, tu sais que je me considère toujours pas comme une femme politique. Je suis une citoyenne engagée. Mais je n'appartiens à aucun parti politique et je ne veux surtout appartenir à aucun parti politique. En fait, c'est plus une question de concours de circonstances. C'est-à-dire que, une fois que j'ai quitté cette carrière, ce métier que j'aimais tant en 2017, et que je me suis mise au service de l'intérêt général à travers notamment la fondation et mes engagements et l'école que j'ai créée, l'école de la transition écologique et solidaire. Je me suis mise au service de l'intérêt général en fait. Et je vais là où je suis utile. J'avais pas du tout l'intention de me lancer en politique. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2019, la deuxième moitié de 2019, Anne Hidalgo m'a convaincue qu'elle avait besoin de moi, que je pourrais lui être utile. Et au départ, j'ai dit oui, mais bon, je peux faire la campagne, être porte-parole, mobiliser des gens, etc. Mais j'étais pas du tout partie dans l'optique. Et puis il y a eu, donc ça c'était, on va dire premier mois de 2019. Et puis il y a eu les élections européennes en 2019 avec un très fort résultat, parce que c'était les premiers à l'échelle nationale de l'extrême droite, à l'échelle nationale, très faible à Paris. En revanche, à Paris, la droite et le centre-droit macroniste était très fort. Et là, Anne Hidalgo m'a dit, mais j'ai besoin de toi, non seulement pour animer la campagne, tout ça, mais j'ai besoin de toi sur la liste, et j'ai besoin que tu t'impliques à nos côtés pour transformer Paris, etc. Elle a fini par me convaincre, et je l'ai rejointe avec beaucoup d'enthousiasme. On a fait la campagne, on a été élus, et elle m'a proposé une adjointure. Alors là, pour le coup, je souhaitais être plutôt sur des sujets liés à la transition écologique et des sujets sur lesquels j'avais travaillé. Et c'est comme ça que je suis devenue adjointe à la maire, conseillère de Paris. Je suis élue depuis 5 ans, je suis élue encore pour 1 an, je ne sais pas du tout ce qui va se passer dans 1 an, je ne sais pas si je vais faire un autre mandat, je ne sais pas si je vais faire un autre type de mandat, tout ça n'est vraiment pas très clair dans ma tête. Mais c'est un moment de ma vie, quoi. Je me suis pas dit, allez, je me lance en politique. Je suis allée à un endroit où, a priori, j'étais utile. J'essaye de me rendre effectivement utile, d'aller au bout de ma mission. Et à la fin, on verra si je suis toujours plus utile là qu'ailleurs. Et afin qu'on ait une idée un peu plus claire, je pense, surtout pour ceux et celles qui nous regardent, est-ce que tu pourrais nous expliquer de façon concise en quoi consiste le métier du coup d'être l'adjointe à la maire ? Alors moi, je suis adjointe à la maire sur les questions d'agriculture, d'alimentation durable, circuit court et de proximité. Ça veut dire que la maire m'a confié un certain nombre de missions et que j'ai un budget pour mettre en place des politiques publiques. Donc moi, je travaille sur l'amélioration du contenu de la restauration collective, donc dans les crèches, dans les écoles, les collèges, etc. Je travaille sur le fait de mailler le territoire, essentiellement les quartiers politiques de la ville, donc les quartiers les plus démunis, en lieu d'alimentation durable à prix abordable. Je travaille à la transformation des filières d'alimentation durable, donc de production, de logistique, de distribution,
à l'échelle de l'ensemble du bassin de la Seine avec d'autres collectivités. Et être adjointe à la maire, c'est faire partie de l'exécutif. C'est comme, si on parle à l'échelle nationale, être ministre dans un gouvernement. En fait, moi, je fais partie de l'exécutif parisien. Et je mets en œuvre les politiques décidées par et avec la maire de Paris sur différents sujets. Donc moi, mes sujets, ce sont ceux-là, mais il y a des adjoints sur beaucoup d'autres sujets. Et donc voilà, donc j'ai un budget annuel qui est dévolu à toutes ces politiques-là. Donc ça veut dire structurer les choses, faire des appels à projets, verser des subventions, accompagner des porteurs de projets, etc., etc. Et puis je suis conseillère de Paris, donc je vote des textes, dont les miens. Je vote les textes, le budget, etc. Régulièrement, voilà, comme si j'étais à l'Assemblée nationale. Moi, en tant que maire adjointe, je suis considérée comme représentant la maire de Paris. Ça veut dire que quand j'arrive sur un événement public, etc., mais on m'appelle Madame la maire. Au début, ça fait bizarre. Oui, j'imagine. Et quand la maire de Paris n'est pas là, je suis en quelque sorte, par intérim, maire de Paris. Ok, très bien. On va revenir du coup un tout petit peu à la ville de Paris. Oui. Pour celles et ceux en tout cas qui vivent, on sait que plein de projets pour réaménager la ville et faire en sorte que la ville soit plus écologique sont menés. Je ne sais pas si tu as entendu parler du mouvement #SaccagParis. Oh oui, bien sûr. Qui dénonce du coup ces nouveaux aménagements. Mais ils se sont autodissous, hein, là. Oui, il y a des choses qui se passent en ce moment. Bon, ouais. Mais en gros, pour faire court, pour vous expliquer, ils dénoncent en tout cas ces nouveaux aménagements et qui, selon eux, n'améliorent pas le quotidien des Parisiens. Est-ce que tu penses que ces remarques qui sont adressées du coup à la mairie de Paris ne sont-elles pas aussi dures parce que Anne Hidalgo est une femme? Bien sûr, évidemment. Oui, non, mais ça, c'est Anne Hidalgo. C'est d'ailleurs un peu ce qui nous a rapprochés toutes les deux au début. Parce qu'Anne Hidalgo, pour moi, c'était la maire de Paris, c'était une femme politique. J'étais journaliste, je voyais ça d'un point de vue journalistique. Et puis en 2017, moi, j'ai quitté le métier de journaliste pour prendre la présidence de la fondation en juillet 2017. Et l'été 2017, à la mi-août, fin août 2017, c'est le moment où la maire de Paris a fermé une partie de la voie Georges Pompidou. Donc c'est une artère très circulante le long de la Seine. Pour en faire, elle a fermé une partie pour en faire des pistes cyclables et laisser la circulation sur le reste. Et ça avait déclenché une montagne d'insultes, une polémique incroyable, et la violence des insultes était telle, des attaques étaient telles que publiquement, je n'étais plus journaliste, donc je me sentais, depuis peu, mais je me sentais autorisée à prendre parti publiquement. Publiquement, j'avais pris parti pour la mesure et j'avais pris sa défense, ne la connaissant pas personnellement plus que ça. J'avais pris sa défense. Et à l'époque, on n'était pas nombreux en personnalité publique à défendre le sujet parce qu'il n'y avait que des coups à prendre en fait. Parce qu'évidemment, une fois que j'ai dit ça, tout le monde m'est tombé dessus. Mais je l'avais fait et je continue de le faire, d'une part parce que je pense que ce sont de bonnes mesures, et d'autre part parce qu'effectivement, il y a une agressivité et un niveau de violence dans les attaques qui est sans commune mesure avec l'objet. Et en fait, la réalité du problème, c'est que c'est une femme. Je trouve totalement injuste et misogyne les attaques à son endroit. Et ce qu'on lui reproche, on le laisserait passer sans aucune difficulté pour un homme. En plus, qu'a-t-elle fait ? Elle a préparé la ville. Alors, on peut lui faire beaucoup de reproches. Moi, je n'ai pas beaucoup de reproches à lui faire, mais on peut ne pas être d'accord, on peut ne pas être de gauche, on peut ne pas être, etc. En revanche, il y a quelque chose qu'on ne peut pas nier, c'est qu'elle a préparé la ville aux impacts du réchauffement climatique et elle l'a préparée pour les personnes les plus modestes. En rénovant le logement, en faisant ce qu'on fait sur la végétalisation, en faisant, moi quand j'améliore le contenu de la restauration collective à Paris, c'est 30 millions de repas dans les crèches, dans les écoles, dans les EHPAD, dans les collèges, dans des restaurants administratifs, dans des restaurants solidaires. Aujourd'hui, on est à 56% de bio et eau durable, on s'est fixé pour objectif 100%, mais qui va manger dans les cantines ? Qui en profite le plus ?
des Parisiens de tout profil, mais pour les ménages les plus modestes, la cantine c'est 13 centimes d'euros. Pour les ménages les plus aisés, la cantine c'est 7 euros. La ville, mais en fait, pour la ville, chaque plateau coûte 12 euros. Donc, même pour les gens qui sont très aisés et qui payent 7 euros le repas pour leur enfant, la ville met quand même quasiment la moitié en subvention. Et pour les ménages les plus modestes, pour les enfants des quartiers populaires, ils ont dans leur plateau, tous les jours, à l'école, à la crèche, à l'école, au collège, ils ont des produits sains, frais, locaux, bio, de saison, fabriqués sur place, diversifiés, pour 13 centimes d'euros. Et ça, c'est une politique publique. Et c'est une politique publique qui est vers les plus modestes. Et ce tarif-là, il n'a pas changé, alors que le coût de la vie a augmenté, etc. Je ne dis pas que tout ce qu'on a fait est bien, mais l'objectif, c'était de faire en sorte que cette ville soit plus juste et plus solidaire, parce que Paris à 50 degrés, c'est inéluctable. Vu la quantité de gaz à effet de serre qui sont stockés dans l'atmosphère depuis la période de révolution industrielle, mais singulièrement depuis 80 ans, on sait que de toute façon, même si on fermait tout là, même si on arrêtait tout, le scénario de Paris à 50 degrés, il est inéluctable et il est pour dans pas longtemps, hein, il est pour 2035 à peu près. Bon, donc en 2035, ce sera très dur, mais on aura préparé les choses et on aura fait en sorte que les plus modestes aient des endroits où ils peuvent être dans des conditions de vie normales. Audrey, on a beaucoup parlé de toi sous l'aspect professionnel, parce que ça prend une grande partie de ta vie, vu que tu es une femme engagée. Mais là, Audrey, dans la vraie vie, dans la vie de tous les jours, elle aime quoi? Elle aime manger. Elle aime manger de bonnes choses. Elle aime dormir, des besoins très basiques. Hein. Dormir, manger, faire du sport, voir mes amis, évidemment passer du temps avec ma fille et ma famille en général. Je suis très très famille, moi, très famille. Mais voilà, aller au cinéma, alors quand j'étais plus jeune, j'allais beaucoup danser. Là, j'avoue, ça fait longtemps que je suis pas allée en boîte de nuit. Hein. D'ailleurs, j'ai vu récemment, parce que je voulais montrer à un ami comment les jeunes font la fête et tout ça. Donc je cherchais sur Insta des trucs. Et là, je me suis dit ah ouais. Ça fait longtemps que je suis pas allée en boîte quand même, hein, parce que ça a changé, hein. Mais bon, non, mais là, moi, j'aime la nature, j'aime. J'ai pas besoin. Oui, bien sûr, beaucoup, bien sûr, la littérature, la lecture, la poésie. En fait, moi, j'ai une de mes amies qui m'a dit récemment un truc qui m'a touchée parce que ça m'a paru très très juste. C'est qu'elle m'a dit, toi, tu es quelqu'un qui sait gérer la frustration. Et effectivement, je le traduis comment? Je le traduis par le fait que je me contente de peu. Souvent on me demande est-ce que je suis heureuse, et je dis mais moi je suis heureuse plusieurs fois par jour. Si vous me demandez globalement si je suis heureuse, probablement que non. Mais en fait je suis heureuse plusieurs fois par jour parce que plusieurs fois par jour j'ai des motifs de m'émerveiller. Mais ça peut être juste un coin de ciel bleu et ça peut être là la semaine dernière j'étais pas à Paris, j'étais dans un endroit où il y avait beaucoup de fleurs, etc. Un arbre, voilà, me remplit de joie pendant quelques minutes. Ça peut être le dîner. Il y a 2 jours j'ai dîné avec ma fille en tête à tête. On a parlé de plein de choses. On s'est fait un bon resto toutes les deux et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas passé un moment comme ça ensemble. Et pour moi c'était un grand bonheur. Ça peut être rencontrer un ami, ça peut être aller voir un bon film, ça peut être lire un livre, etc. Et puis j'aime beaucoup la nature, j'ai eu toujours un rapport très fort avec la nature, donc faire une balade en forêt, aller à la plage, aller en montagne et tout ça, pour moi c'est vraiment ça le bonheur en fait. Aimer les choses simples. Voilà, et donc dans le reste de ma vie, quand je ne suis pas en train de travailler sur tous les projets sur lesquels je travaille, j'aime les gens, j'aime passer du temps avec les gens et puis et manger. C'est toujours moi qui choisis les restos quand je vais dîner ou déjeuner avec des copains et manger avec des amis, partager un bon repas, faire la cuisine aussi. Je fais beaucoup la cuisine, faire la cuisine pour les amis, ça c'est ouais. Et tu parlais d'amour, Audrey, il y a un petit moment. Et notamment, j'aimerais qu'on revienne à une idylle qui a été portée publiquement. Ah, ouais, d'accord. Dans les années 2010, avec l'homme politique Arnaud Montebourg.
Donc cette liaison, en tout cas, a été mise au grand jour. Et j'aimerais savoir comment est-ce que toi tu l'as vécu cette période-là, le fait de devoir du coup abandonner ton métier de journaliste. C'était très dur et ça le demeure parce que ça a vraiment été. Moi, j'ai eu la sensation d'être un oiseau qui se prend une balle en plein vol, quoi, et puis qui dévie complètement de sa trajectoire. Je suis quelqu'un qui a tendance à ne pas avoir de regrets parce que je considère qu'on apprend de chacun des moments de la vie, de chacune de ses expériences, de chacune de ses réussites et surtout de ses échecs. On apprend. Mais c'est vrai que ça a été quelque chose qui a eu un impact incroyable dans ma vie. Moi, je suis une féministe depuis toujours et j'ai été vraiment éduquée par ma mère, par mes sœurs aînées, mes tantes et ma grand-mère, avec l'idée, mais c'est presque une idée limite religieuse, du fait que je devrais me réaliser par moi-même et que la chose la plus importante dans ma vie, c'était mon métier, parce que c'est ça qui me donnait de l'indépendance financière, et que finalement, c'était presque plus épanouissant que tout le reste. Et ce métier de journaliste, c'est vraiment quelque chose qui m'a passionnée, comme je l'ai dit tout à l'heure, dès l'âge de 11 ans. J'y ai mis toute mon énergie et je l'ai fait avec énormément de sincérité. Et moi, la féministe, moi, la journaliste, au moment où ma carrière était en train de... Vraiment, ma carrière de journaliste, c'était avant On n'est pas couché, hein, mais était en train de prendre son envol, où j'avais acquis une énorme crédibilité. J'avais vraiment les portes qui s'ouvraient devant moi parce que j'avais fait ce qu'il fallait pour, et puis bon, j'avais eu aussi de la chance, hein, il y a toujours un facteur chance. C'est le moment où je suis tombée amoureuse, et bon, ça, l'amour, ça se commande pas. Et c'est vrai que au début pendant toute la relation, j'étais très amoureuse, donc pour moi, je me posais pas la question de me dire mais je vais sacrifier mon amour pour ma carrière. En revanche, je me disais bon, le prix à payer, il va être lourd. Je savais qu'à un moment, ça n'allait plus être possible de continuer d'avoir les deux dans ma vie, à la fois ma carrière de journaliste et cet amour-là. Et je me suis beaucoup posé la question de savoir si je ne me trahissais pas finalement en faisant passer ma carrière au deuxième plan. Ce que je n'avais jamais voulu faire et ce que je déconseille vraiment de faire. Et j'ai toujours dit à toutes les femmes autour de moi et évidemment à ma fille que je lui ai dit ton travail c'est ton trésor, c'est vraiment ça d'abord. Parce que c'est avec ça que tu es indépendante, c'est avec ça que tu décides de ta vie. Le reste, évidemment tu t'occupes de tes enfants et tout ça, mais voilà. Et si par exemple quelqu'un est dans un couple dysfonctionnel, une femme qui est dans un couple dysfonctionnel, si elle a une indépendance financière, c'est quand même beaucoup plus facile pour elle de partir avec ses enfants, etc. Et donc, vous savez, souvent dans la vie, on donne plein de conseils et on se les applique pas soi-même. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que je suis aujourd'hui que je ne serais pas, et en même temps, je me dis, ça a donné une autre orientation à ma vie, donc ça m'a aussi donné l'opportunité de faire des choses auxquelles je n'aurais même pas pensé, donc voilà, faut pas avoir de regrets. Donc j'espère que vous avez bien compris ce conseil à toutes les jeunes filles qui nous regardent là. Le travail, d'accord, avant c'est tout. Votre travail, avant tout. Votre travail, c'est votre trésor. C'est Exactement. votre trésor. C'est ce qui vous permet de choisir votre vie, d'être indépendante par rapport à des parents, parce que parfois on peut avoir des parents qui veulent tout décider pour soi. C'est pas la meilleure solution. Par rapport à des relations de couple compliquées, même par rapport à un patron toxique, de savoir qu'on a un métier, un travail, et donc la possibilité si on peut plus faire son travail dans une entreprise, mais qu'on a le métier de pouvoir le faire ailleurs, c'est ça le plus important. Et vraiment, avoir son indépendance financière, c'est la chose la plus précieuse pour une femme. Et moi. On arrive à la fin de l'émission, Audrey. Quel est le ou la prochaine invitée que tu aimerais voir dans Carl Talk?
Alors il y a domaine pas confondu. mal. Moi je m'attendais pas à cette question. Il y a pas mal de noms qui me viennent à l'esprit tout de suite là. Je pense à Maboula Soumaoro par exemple. Ouais, ce serait fou. J'ai son contact si tu veux que Avec facilite, plaisir, si tu veux avec que je plaisir. facilite les choses. Je pense à Maboula parce que elle est tellement extraordinaire. Je pense à quelqu'un dont j'ai fait la connaissance, qui est une journaliste, écrivaine et chercheuse anglaise d'origine africaine. Je ne voudrais pas dire de bêtises, je pense qu'elle est ses parents sont d'origine nigériane, mais je ne suis pas sûre. Nigeria ou Ghana, mais enfin elle est née et elle a grandi en Grande-Bretagne et elle travaille à Londres et aux États-Unis. Elle s'appelle Afua Hirsch. Quand tu vas suivre son compte Insta, tu vas comprendre. Voir ça, avec plaisir. Voilà, je pense à des personnes comme ça. Je pense à Conceição Evaristo, mais elle, tu l'auras pas, parce qu'elle vit à Rio de Janeiro et elle est en train d'écrire un livre et elle va pas se déplacer tout de suite. Ça lui arrive de se déplacer, mais elle va pas se déplacer tout de suite. Ah, il y a quelqu'un qui serait génial, mais bon, malheureusement, je peux passer l'info, mais ça va être vraiment dur de la voir. C'est un homme. Toi, tu n'as pas toujours des femmes, si? Non, pas toujours, Ouais. j'en ai eu qu'un pour le moment, mais je tends à en avoir plusieurs. Alors, J'aimerais bien. c'est un homme qui est un mec génial, qui est un pianiste. C'est un pianiste de jazz, enfin pianiste jazz fusion, brésilien, qui s'appelle Amaro Freitas. Et je vous conseille, allez voir sur Insta, allez écouter la musique d'Amaro Freitas. Il sera à Paris début juin. Il a un concert, je crois, au New Morning en début juin. Ensuite, il va aller donner un concert à Saint-Malo. Il passe souvent. Moi, j'ai déjà vu 2 fois en France. Alors, pas à Paris, mais je l'avais vu à Saint-Ouen et à Saint-Denis, je crois. Là, il sera à Paris. Il passe souvent en Europe. Et le mec est absolument génial. Mais vraiment, c'est un musicien génial. Et alors, en cheveux, tu vas voir. C'est vrai? Incroyable. C'est un work in progress permanent. D'accord. Voilà, Ça donne envie de. Il a des cheveux noirs. Enfin, parce qu'au Brésil, il y a tellement de métissage, mais lui, il a vraiment des cheveux, je dirais crépus, peut-être pas 4C, mais quand même bien crépus, bien texturés, et ça fait partie du personnage, quoi. Bah parfait. En tout cas, si Voilà. cette liste d'invités là sont motivés, voilà. En tout cas, j'accepterai avec grand plaisir de vous recevoir. C'est la fin de l'émission. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout. Merci à toi, Audrey, d'avoir été Merci, parmi ma nous. chère Océane. Vraiment, j'ai été honorée de te recevoir. C'est moi. Voilà, je le dis même face cam. Du coup, c'était vraiment un rêve de petite fille. Vraiment. Donc, C'est adorable. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci. Les réseaux sociaux d'Audrey, du coup, s'afficheront juste en bas ainsi qu'en barre de description. Donc, n'hésitez pas à aller les voir, tout simplement. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas que dans Curl Talk, on parle cheveux, mais pas que. Ciao, ciao.